500 millions de dollars réunis en une journée, Amazon, Anthropic et Microsoft financent la reconversion des travailleurs que leur IA déplace. Bismarck avait inventé exactement ça en 1883 et depuis 143 ans, personne n'a vraiment su si c'était du sérieux ou du calcul. Épisode Raise US, reconversion ou calcul politique? Chapitre 1. La structure bismarckienne. En 1883, un chancelier prussien invente le premier filet de sécurité sociale de l'ère industrielle. Non par altruisme, pour survivre politiquement. Le 25 juin 2026, Gina Raimondo monte sur une estrade à Washington. Ancienne secrétaire au commerce de Joe Biden, elle annonce le lancement de Raise US, Reskilling America into a Stronger Economy and Society. Derrière elle, une coalition sans précédent d'entreprises tech, de banques et d'industriels. Plus de 500 millions de dollars engagés le jour même, selon le communiqué de lancement de l'initiative. Au conseil d'administration, Liz Schuller, présidente de l'AFL-CIO, la principale confédération syndicale américaine. Objectif déclaré, aider les Américains à naviguer la transition IA dans les 5 prochaines années. Et là, le paradoxe s'installe. Ces 500 millions proviennent exactement des entreprises dont les technologies ont supprimé 88 000 emplois aux États-Unis en 2026, selon Metintro, un agrégateur de données sur les suppressions d'emplois, plus que toutes les années précédentes réunies. Amazon a automatisé ses entrepôts. Anthropic déploie des agents qui remplacent des analystes. Microsoft intègre Copilot dans des millions de postes de travail. Ce sont leurs dollars qui financent la reconversion de ceux qu'ils ont déplacés. Otto von Bismarck avait un problème structurellement identique en 1883. La révolution industrielle avait détruit les emplois des tisserands et des artisans. Des villages entiers reconvertis de force par la mécanique. Le mouvement socialiste s'organisait, l'empire était menacé. Bismarck, un homme de droite, autoritaire, prussien jusqu'aux ongles, fait alors une chose que personne n'attendait de lui. Il introduit la première assurance accident obligatoire d'Allemagne, financée par les industriels, administrée par l'État. À ses conseillers, il avait confié la vérité nue. Il voulait arracher au Parti socialiste son programme social avant que les socialistes ne le réalisent d'eux-mêmes. Pas de l'altruisme, de la survie politique. Ce que Bismarck avait compris, et que les historiens ont mis des décennies à nommer, c'est qu'une disruption économique non amortie est un risque systémique pour le régime en place. Pas pour les travailleurs, pour le régime. Les industriels de 1883 ont accepté de financer les assurances accidents parce que l'alternative était la révolution socialiste. En 2026, les Labs IA ont accepté de financer le programme parce que l'alternative est une régulation brutale ou un retour de bâton politique. Le budget n'est pas non plus distribué au hasard. Amazon, le plus grand employeur privé américain, celui dont les entrepôts et les centres d'appel sont les plus directement menacés par l'automatisation, est aussi le plus grand contributeur de l'initiative. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est une assurance politique. 143 ans ont passé depuis Bismarck. La structure est identique. Les entreprises qui détruisent les emplois financent le filet de sécurité. Les États administrent la distribution. Quant aux syndicats, ils siègent dans les commissions sans avoir de veto. La question de 1883 est toujours là. Bismarck avait-il inventé une vraie protection sociale ou acheté le temps nécessaire pour que la disruption s'installe sans résistance politique ? Chapitre 2. Ce que les archives disent de la reconversion. Depuis Bismarck, chaque vague de disruption économique a produit ses programmes de formation. Les résultats sont documentés. Ils sont troublants. Raise US le cite lui-même dans son communiqué de lancement. Une étude a suivi 23 millions de participants aux programmes fédéraux de reconversion professionnelle aux États-Unis. 23 millions. Résultat cité par l'initiative elle-même, ces programmes déplacent rarement les travailleurs vers des emplois véritablement moins exposés à l'automatisation. L'initiative avance ce chiffre comme une raison de faire différemment. Mais il dit aussi que 64 ans de programmes fédéraux n'ont pas résolu le problème structurel. Le précédent le plus documenté est le Trade Adjustment Assistance, créé en 1962 sous Kennedy. Conçu pour les travailleurs déplacés par les importations, il totalise 64 ans de données disponibles. Le Bureau national de la recherche économique a évalué ses bénéficiaires sur le long terme. Ils gagnaient en moyenne moins après la reconversion qu'avant. Pas marginalement, sensiblement moins. Les femmes et les travailleurs sans qualification initiale s'en tiraient encore moins bien. Le chiffre le plus révélateur est celui que les études américaines expriment rarement en public. Ce taux d'atterrissage dans un emploi équivalent, même secteur, même niveau de salaire, même stabilité
stabilité contractuelle, est inférieur à 40% pour les bénéficiaires du Trade Adjustment Assistance, selon les évaluations de la Government Accountability Office. 60% entrent dans un emploi inférieur, partent en retraite anticipée ou quittent la population active. Ce n'est pas un taux d'échec conjoncturel, c'est le résultat structurel d'un système qui mesure la sortie de formation, non la qualité de l'emploi trouvé. Pourquoi ce résultat persistant? La réponse tient en une structure que les données reproduisent depuis 64 ans. Le curriculum est toujours conçu pour les métiers d'aujourd'hui, pas ceux de demain. Un coursier reconverti en technicien maintenance IA en 2024 apprend à superviser les systèmes actuels, pas ceux de 2029. La mesure de succès est la complétion du module, non le poste décroché 6 mois plus tard. Compléter une formation compte comme un succès même sans emploi. Et ceux qui en auraient le plus besoin, autour de 45 ans, sans bac, dans des zones rurales ou industrielles sinistrées, ont structurellement le moins accès aux formations qui changeraient vraiment quelque chose à leur trajectoire. Le programme affirme répondre à chacun de ces défauts. Raimondo promet de mesurer uniquement l'atterrissage dans un bon emploi durable, jamais la simple complétion de modules. Les partenariats sont conçus avec les employeurs pour former aux compétences réellement demandées sur le marché. Ce sont les bonnes réponses aux bonnes questions, mais elles n'abordent pas le paradoxe que les 23 millions de participants précédents n'ont pas résolu. La comparaison internationale est instructive. Les pays nordiques, Suède, Danemark, affichent des taux de reconversion réussis nettement supérieurs aux États-Unis sur des transitions économiques comparables. La différence n'est pas le montant dépensé, c'est la gouvernance. En Suède, les programmes de reconversion sont co-gérés par les syndicats, les employeurs et l'État, avec des métriques d'atterrissage définies par les partenaires sociaux. Il a intégré l'AFL-CIO dans son conseil d'administration. Ce n'est pas la même chose qu'une cogestion réelle, mais ce n'est pas non plus rien. Chapitre 3. Le menu écrit par le restaurateur. Qui décide sur quoi on se forme quand ce sont les employeurs qui financent? C'est une question ancienne. La réponse est constante. Voici le scénario concret. Une comptable de 42 ans, à Cleveland, perd son emploi parce que le cabinet a déployé un agent IA qui produit les états financiers mensuels en 15 minutes contre une journée et demie pour elle. Elle entre dans un programme Raise US. Sa formation couvre les outils des sponsors du programme. Analyse de données IA, supervision de copilote pour le secteur financier, validation des résultats des agents anthropiques. Elle en sort certifiée, avec un rôle de validation humaine dans un cabinet de comptabilité pour un salaire sensiblement inférieur à son poste précédent. Dans 18 mois, quand les agents de validation seront eux-mêmes automatisés, Anthropic le documente dans son Economic Index de juin 2026, elle recommencera. Mais les programmes de 2028 n'ont pas encore été conçus. Elle ne pourra pas y entrer. Ce scénario n'est pas une dystopie extrapolée. C'est ce que les données historiques montrent quand les financeurs des programmes de formation sont aussi les producteurs de la technologie qui déplace. Les orientations curriculaires glissent vers ce qui est utile aux employeurs à court terme, non vers ce qui protège le travailleur à long terme. La différence est fondamentale. Le Workforce Innovation and Opportunity Act de 2014 a voulu répondre à ce problème. Il a introduit des représentants des travailleurs dans les conseils locaux de formation. Résultat, selon les évaluations indépendantes de la Urban Institute, cette représentation n'a pas modifié significativement les orientations curriculaires. Ces conseils finissaient par recruter les diplômés pour leurs propres besoins immédiats, gravitationnellement, pas par conspiration. Amazon avait lancé avant lui son programme Upskilling 2025, annoncé en 2019 avec un engagement de plusieurs centaines de millions de dollars pour former ses propres salariés d'entrepôt au métier de la tech. Résultat documenté, les formations produisaient majoritairement des techniciens de maintenance pour les robots qui avaient remplacé les préparateurs de commandes. Les formés travaillaient toujours pour Amazon, mais pour entretenir les machines qui avaient éliminé leurs collègues. Un siège au conseil d'administration de l'initiative pour l'AFL-CIO est un signal. En siéger n'est pas avoir un veto sur les orientations curriculaires. Bismarck avait intégré les représentants ouvriers dans ses commissions d'assurance. Ces assurances finançaient les blessures au travail, non la reconversion vers un avenir que les travailleurs auraient défini eux-mêmes. Ce que cela implique pour le programme est simple à formuler, mais difficile à contester. Aucun programme dont les commanditaires ont un intérêt économique direct dans les compétences produites ne peut garantir l'indépendance curriculaire, pas par mauvaise foi, mais par gravité institutionnelle. Le programme a une réponse architecturale à cette gravité, le laboratoire de politique publique financé par des fondations indépendantes. Si ce laboratoire résiste à la pression des sponsors sur la durée, et c'est ainsi considérable, il serait le premier programme de reconversion américain à financement privé dont les objectifs sont définis en dehors de l'influence directe des financeurs. Aucun programme précédent n'y est parvenu, ni le WIOA de 2014,
ni les programmes sectoriels financés par l'industrie depuis les années 80. Ce qui se joue dans les 18 prochains mois, c'est si cette architecture tiendra face à la pression des commanditaires qui financent le programme et recrutent ses diplômés. Le succès ou l'échec de l'initiative se jouera dans cette chambre, là où des économistes indépendants et des syndicalistes décideront si la comptable de Cleveland se forme pour les besoins d'Amazon de 2026 ou pour ceux du marché du travail de 2032. Chapitre 4. Quand le compromis a tenu. Les programmes qui ont vraiment fonctionné dans l'histoire avaient une structure différente. Deux précédents le montrent. Le Civilian Conservation Corps, lancé par Franklin Roosevelt en 1933, est l'exemple le plus documenté d'un programme de transition de masse efficace. Selon les archives de la National Park Service, environ 3 millions de jeunes Américains sans emploi pendant la Grande Dépression ont été formés, logés, nourris par l'État fédéral. Déployés pour reboiser les forêts et bâtir les infrastructures que le New Deal avait dessinées, ce qui distingue ce programme de l'initiative est moins une question de budget qu'une question de gouvernance. L'État fédéral définissait les missions d'intérêt public, barrages et routes forestières, non les entreprises qui en bénéficieraient. Les compétences transmises n'appartenaient à aucun employeur particulier. Elles étaient transférables d'une industrie à l'autre, sans jamais dépendre d'un seul acteur privé. Le contrôle des résultats relevait de l'administration fédérale, indépendamment des partenaires privés. La mesure de succès était externe à l'entreprise, un barrage construit, un hectare reboisé. Le Servicemen's Readjustment Act de 1944, le GI Bill, a fonctionné pour les mêmes raisons. Selon le Department of Veterans Affairs, environ 16 millions de vétérans américains rentraient d'Europe et du Pacifique. Le gouvernement payait leurs études dans n'importe quelle université, n'importe quelle spécialité. Sans orienter les cursus vers les besoins immédiats des industriels, ce que les États-Unis voulaient construire, ingénieurs, médecins, enseignants, pas ce que General Electric ou Ford avaient besoin d'embaucher. L'économiste Claudia Goldin a documenté l'impact du GI Bill comme l'un des investissements publics les plus rentables de l'histoire américaine. Ses travaux avec Lawrence Katz estiment que le GI Bill a contribué pour plus d'un cinquième à la croissance du taux de diplomation universitaire américain dans les années 50. Ce n'était pas un programme de formation professionnelle, c'était un investissement dans la capacité d'apprentissage elle-même. L'État ne disait pas « voici les compétences dont les industriels ont besoin », il disait « voici les ressources pour que tu construises ce que ta société a besoin que tu sois ». La différence est philosophique avant d'être économique. Et cette différence philosophique s'est traduite, sur les décennies suivantes, dans des niveaux de revenus et de mobilité sociale que les programmes employeurs centrés n'ont jamais reproduits. La différence avec lui n'est pas le montant, c'est que le GI Bill formait pour la société, pas pour les sponsors. Raise US n'est ni le CCC ni le GI Bill, mais il contient deux éléments qui méritent d'être pris au sérieux. D'abord, un laboratoire de politique publique financé par des fondations philanthropiques indépendantes, pas les entreprises tech, pour concevoir les recommandations de programmes. Ensuite, une autonomie accordée aux États partenaires pour adapter les formations à leurs marchés du travail locaux. Si ces deux éléments fonctionnent, et c'est un si qui demande vérification dans 18 mois, le programme pourrait créer un espace d'indépendance curriculaire que le modèle employeur centré n'a jamais produit. Ces deux éléments ne sont pas des garanties, ce sont des conditions nécessaires, non suffisantes. Pour qu'elles deviennent suffisantes, les métriques d'atterrissage définies par le laboratoire devraient être opposables aux sponsors. La certification d'un programme retiré si ces diplômés n'atteignent pas les seuils d'emploi durable fixés indépendamment. C'est la demande que les syndicats n'ont pas encore formulée publiquement. Une demande à laquelle les sponsors n'ont pas encore eu à répondre. Ce n'est pas suffisant pour résoudre le paradoxe de fond, mais c'est peut-être suffisant pour changer la nature du compromis. Chapitre 5. La question qu'on n'ose pas poser. Raimondo parle de reconversion. Altman parle de revenus. Ce désaccord entre deux voix du même programme révèle la vraie ligne de fracture. Gina Raimondo a été explicite lors du lancement. Elle n'est pas convaincue par l'idée d'un revenu universel de base. Les gens veulent travailler, a-t-elle dit, de la dignité, pas un chèque du gouvernement. Ce discours n'est pas cynique, il correspond à des décennies de recherche en psychologie du travail. Les études sur le bien-être documentent que le travail est une source d'identité, de structure sociale, de sens, indépendamment du revenu. Sam Altman pense différemment. Le fondateur d'OpenAI, dont l'OpenAI Foundation cofinance l'initiative, soutient publiquement un revenu universel
universel de base depuis 2016. Pour lui, l'IA rendrait le revenu universel économiquement et politiquement viable dans la prochaine décennie. Il l'a dit publiquement et son organisation en a lancé l'expérimentation au Kenya. On a donc une situation singulière. Un cofondateur de l'une des entreprises qui déplace le plus de travailleurs finance un programme de reconversion dont il pense, au fond, qu'il n'est pas la réponse suffisante à long terme. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une honnêteté que le discours public de l'initiative n'a pas encore intégrée. L'enquête économique d'Anthropic de juin 2026 a sondé 9700 utilisateurs. Plus de 35% s'attendent à ce que l'IA réalise la plupart ou quasi-totalité de leurs tâches professionnelles dans les 12 prochains mois. Et 6 sur 10 ont projeté une part d'automatisation encore plus élevée pour l'année suivante que pour l'année en cours. Ce ne sont pas des prédictions de chercheurs, ce sont les attentes des travailleurs qui utilisent l'IA aujourd'hui. Voilà le problème arithmétique. Reconvertir un travailleur prend typiquement entre 12 et 18 mois selon les filières. La vague de déplacement que ces chiffres décrivent avance, elle, en semaines et en mois. Dans les cabinets juridiques, la recherche de précédents s'automatise en quelques semaines après le déploiement d'un agent. Les services comptables et les centres d'appel suivent en quelques mois. On ne peut pas reconvertir plus vite que l'automatisation progresse si l'automatisation progresse en mois et la formation en années. Ce décalage temporel est structurel, non accidentel. Les labs IA optimisent pour la performance et la vitesse de déploiement. Dans les organismes de formation, la priorité va à la conformité réglementaire et à la complétion des modules. Ces deux systèmes ne peuvent pas être synchronisés par un programme de bonne volonté. Bismarck avait une réponse à ça. Ses assurances accidents ne prétendaient pas empêcher les accidents, elles les rendaient moins mortels pour les familles. Sa réponse implicite, jamais dite en public, était que la politique sociale est une question de maîtrise politique, non de justice. Il a construit juste assez de protection pour que la disruption soit tolérée, pas plus. Peut-être que Raise US est exactement ça, un amortisseur, pas une solution. La question honnête, celle que ni Raimondo ni les sponsors ne posent directement, est-ce suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, qui prend la décision suivante et quand? Vous écoutiez Raise US, reconversion ou calcul politique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui pilote une transformation ou prend des décisions sur l'avenir du travail à l'ère de l'IA.